Bonjour, je suis Clément Dagnès, vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. Je suis ravi de vous retrouver, la promesse ne change pas. Pour cette deuxième saison, nous allons continuer d'éclairer l'actualité géopolitique avec des chercheurs, des généraux, des actrices et des acteurs du monde de la défense. Et pour ce 14e épisode, nous regardons du côté de la Russie, après un été particulièrement chargé sur le front diplomatique et militaire. L'armée russe continue de grignoter des territoires dans l'est de l'Ukraine, mais au prix de lourdes pertes. Plusieurs médias russophones basés à l'étranger, comme Medusa et Mediazona, estiment que les combats ont fait plus de 200 000 morts dans les rangs russes depuis l'invasion de février 2022. En comptant les blessés, les pertes dépasseraient le million d'hommes. Mais il n'est pas question de renoncer pour Vladimir Poutine. L'été lui a profité comme jamais sur le plan diplomatique. Il a ainsi pu rencontrer Donald Trump à Anchorage, en Alaska, sur le sol américain. Une réhabilitation internationale sans avoir rien eu à concéder. Puis début septembre, il a fait assaut d'amabilité avec Xi Jinping, d'abord au sommet de Tianjin, pour une photo historique, main dans la main avec le président chinois et le dirigeant indien Narendra Modi, puis dans la foulée, place Tiananmen à Pékin pour une parade militaire d'ampleur. Les Ukrainiens, de leur côté, espèrent que Donald Trump va prendre résolument leur parti après avoir tendu les bras à plusieurs reprises au maître du Kremlin. Après tout, le dirigeant russe continue de refuser à Trump aussi bien des pourparlers de paix qu'un cessez-le-feu. 3 ans et demi après l'invasion de février 2022, Vladimir Poutine se montre plus intransigeant que jamais. Pour mieux comprendre la situation du moment, je reçois aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes des élites politico-militaires de Russie et de leur vision des affaires sécuritaires et mondiales. Dimitri Minik est chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales. Il est l'auteur d'un livre tiré de sa thèse, publié par la Maison des sciences de l'homme et qui s'intitule « Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine ». Bonjour Dimitri Minik. Bonjour Clément. Comme je le racontais en introduction de cet épisode, l'été semble profiter à Vladimir Poutine sur le plan diplomatique. Cela en fait-il vraiment le grand gagnant du moment ? Oui et non. Je suis pas sûr que le sujet pour les Européens, les Américains et les Russes, c'était de gagner ou perdre. Moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que Trump a nourri des illusions sur sa capacité à infléchir la politique de Poutine en Ukraine, qu'il a maintenu ces illusions contre vents et marées, et malgré en fait le louvoiement visible, évident de la Russie, et en dépit des flatteries évidentes aussi, apparentes de la Russie, et surtout du refus systématique de la Russie d'accepter une négociation, en tout cas les bases d'une négociation sérieuse. La Russie, elle n'a jamais modifié sa posture dans ce cadre, elle a toujours considéré que les négociations n'étaient qu'un moyen de gérer Trump. Pour la Russie, le sujet, c'est gérer Trump. C'est pas négocier avec Trump ou négocier avec les Européens. La Russie ne conçoit le règlement de la situation en Ukraine que par une capitulation totale de l'Ukraine. Et il n'y a pas d'autre sujet. Le sujet pour la Russie, c'est presque même pas de négocier ça avec les Occidentaux. La négociation avec les Occidentaux, elle est voulue par la Russie sur des dossiers bien plus larges, bien plus profonds. En décembre 2024, l'idée qui a été publiquement diffusée côté russe, côté Kremlin, c'était l'idée qu'il y aurait un grand deal ou rien. Et un grand deal pour la Russie, c'est pas l'Ukraine. C'est pas le sujet. L'Ukraine, c'est quelque chose qu'ils vont gérer de leur côté. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'objectif stratégique fondamental depuis le début de la Russie, depuis le début de l'opération militaire spéciale qui est un échec. Ça a été un échec initial et elle a eu des conséquences imprévues, notamment une guerre longue de haute intensité imprévue. C'est isoler l'Ukraine de l'Occident. C'est son seul véritable objectif avec l'Occident. C'est formater l'Occident de manière à ce qu'il abandonne l'Ukraine, ce qu'il cesse son aide et au mieux qu'il abandonne totalement l'Ukraine. C'est le cas avec Trump. C'est pas si difficile puisque Trump est plutôt indifférent en vérité à l'Ukraine et à l'Occident. Donc le terrain a été préparé. C'est un point dont on entend beaucoup parler le grand public. Pourquoi la recherche d'un accord de paix, d'un grand accord, plutôt qu'en passer par l'étape d'un vrai cessez-le-feu en Ukraine, serait à l'avantage de Poutine ? Mais parce que l'idée, encore une fois, l'idée centrale, ça n'est pas de négocier, c'est de gérer Trump. Il fallait calmer Trump, il fallait le gérer, il fallait, pouvoir continuer les opérations de combat,
tout en négociant, ce qui évidemment n'était pas la position de l'Europe ni de l'Ukraine, et une position qui est plutôt à l'avantage de la Russie, c'est-à-dire empêcher, si vous voulez, neutraliser les velléités de Trump. Et je crois on pourrait résumer ça par la chose suivante, c'est que tout ça a commencé avec des compliments à Anchorage et c'est fini avec le bombardement d'usines américaines en Ukraine. Et ça montre bien la façon dont la Russie perçoit tout ça. Elle est dans une gestion d'un personnage qui est Donald Trump, qui est spécial, qui est différent de ses prédécesseurs, mais il n'en reste pas moins que les objectifs demeurent, les objectifs prioritaires demeurent, car la Russie a des objectifs locaux en Ukraine, soumettre totalement l'Ukraine à sa volonté, une soumission politique, et en même temps elle a des objectifs régionaux et donc continentaux et mondiaux. Justement, rentrons un peu dans le détail parce que la séquence est à la fois fascinante et révélatrice et dans la lignée de ce qu'on a pu voir. Comment Poutine se joue de Donald Trump depuis des mois? Et on imagine qu'il a une note technique d'approche de Trump qui doit être absolument longue comme le bras. Alors ça, je l'ignore, mais ce qui est sûr, c'est que en observant effectivement le comportement de la Russie, à la fois diplomatique, mais aussi celui de Poutine lui-même, on observe plusieurs choses. D'abord, je répète que l'objectif de la Russie est de manager Trump. Il faut cultiver l'idée déjà centrale chez Trump qu'il faut abandonner l'Ukraine. Alors à ce stade, il s'est montré soit non désireux, soit incapable de vraiment contraindre l'Ukraine et l'Europe à capituler en race campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que il s'agissait de cultiver cette idée-là chez Trump pour la Russie, car Trump, de ce point de vue, est une aubaine. Hein, il ne veut plus s'engager en fait dans ce type de guerre, en particulier avec l'Ukraine. Et en même temps, il s'agissait, dans cet objectif, dans cette perspective, d'utiliser plusieurs méthodes. Je pense qu'il y en a plusieurs qu'on peut dégager. La première, c'est de flatter Trump. Je pense que c'est quelque chose de reprendre même ses explications des événements, hein, ses outils analytiques presque, hein, les reprendre au compte des Russes, les répéter dans la propagande russe. Même Poutine lui-même a répété l'argument trumpiste selon lequel la guerre d'Ukraine n'aurait jamais eu lieu si Trump avait été au pouvoir. Et moi, je rajoute, bah oui, probablement parce que Trump aurait probablement tout lâché. Donc oui, il n'y aurait pas eu sûrement de SVO, opération militaire spéciale. Donc le flatter, louvoyer, éviter les ultimatums, les contourner, et bien sûr accompagner ça de mesures de dissuasion stratégiques, conventionnelles ou nucléaires. Hein. La Russie n'a pas hésité à le faire quand, dès que Trump a un peu haussé le ton avec la Russie, elle s'est montrée hostile, mais dans le terrain et dans le domaine qui inquiète la Russie. C'est-à-dire que Trump insulte Poutine, que Trump dise que l'économie russe s'effondre, ça les dérange pas, ils répondront pas à ça, ou pas de façon sérieuse. L'observation et l'étude de la façon dont la Russie se comporte depuis l'arrivée de Trump au pouvoir montre que la Russie réagit sérieusement quand Trump manifeste l'envie de continuer à aider l'Ukraine militairement. Et là, la Russie accompagne ces mesures de dissuasion rhétorique classique très agressive qu'on connaît bien, avec des mesures pratiques, ce qui d'ailleurs est le fruit d'une adaptation sur 3 ans de la dissuasion stratégique et nucléaire russe. Et donc Trump en a fait les frais. Je rappelle qu'au moment, après l'échec d'Anchorage, de la rencontre entre les deux présidents, et le sommet ensuite à Washington entre les Européens, Kiev et Trump, on se souvient que toutes ces négociations ont échoué. Ces négociations ont échoué parce que la Russie ne voulait pas rencontrer Zelensky. C'est pas le sujet du tout pour elle, hein, on le comprend bien. Et Trump, après, a sous-entendu qu'il serait peut-être possible d'augmenter les capacités, de renforcer les capacités stratégiques offensives de l'Ukraine. La Russie a répondu de 2 manières. Elle a rappelé les 2 déclencheurs de la doctrine nucléaire, de l'emploi de l'arme atomique, et elle a bombardé une usine américaine. Et Trump a répondu en prétendant et en expliquant qu'il pourrait ne pas inviter Poutine à la Coupe du Monde 2026. Donc on voit bien là en plus avec ce type d'événements, on voit bien aussi l'asymétrie des enjeux pour les 2 pays. Pour le Kremlin, cette guerre est existentielle. Pour plein de raisons d'ailleurs. Mais pour Trump, ça ne l'est pas du tout. Et il n'a cessé de le dire, si bien que je crois qu'on peut résumer la situation autour des négociations de la façon suivante. Au fond, personne n'était prêt à ces négociations. Poutine, car il n'a jamais conçu rien d'autre qu'une capitulation sans condition de l'Ukraine. Trump, car il ne s'est pas préparé à entrer dans le rapport de force, et donc à négocier sérieusement avec Poutine, et parce que la pusillanimité des Européens les empêche d'agir sans couverture américaine, et comme je l'ai écrit au tout début de l'été, d'imposer les garanties de sécurité.
et pas d'imaginer qu'elle serait négociée avec Vladimir Poutine à l'issue d'une négociation tenace, etc. En tout cas, une négociation dure avec les dirigeants européens et peut-être américains. Tout ça est illusoire, elles seront imposées ou ne seront pas, c'est clair. Alors vous l'avez rappelé, ce que Poutine veut, c'est la capitulation de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut développer un peu sur les attentes du Kremlin concernant l'Ukraine, ses territoires, le pouvoir en place, etc. On sait que ça va être crucial au moment où, peut-être, si ça arrive, la Russie se trouverait en position de faiblesse ou en nécessité, justement, de faire des compromis. La Russie, elle sera prête à faire des compromis quand l'Europe et les États-Unis et l'Ukraine ensemble créeront les conditions qui forceront la Russie, en fait, à discuter sérieusement avec ces acteurs. Pour l'instant, la Russie n'en a absolument aucune envie, et parce qu'elle estime n'en avoir aucun besoin. Il faut quand même rappeler que l'aide américaine a été drastiquement réduite et que, au fond, l'objectif de la Russie, je reprends ce que je disais tout à l'heure, elle pense l'atteindre, la soumission de l'Ukraine. En fait, en isolant l'Ukraine, elle est persuadée qu'elle pourra l'atteindre sur le champ de bataille à plus ou moins courte échéance. Donc, tant que la Russie ne fera pas face à une force militaire et dissuasive sérieuse de l'Occident, et tant qu'elle ne comprendra pas, elle ne prendra pas conscience, qu'elle n'aura pas estimé qu'elle n'a plus les moyens en fait d'atteindre cet objectif ou ces objectifs maximalistes, eh bien, elle changera de posture. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et les objectifs, je le répète, de la Russie en Ukraine, ils sont clairs. Très clair, c'est la soumission politique de ce pays. Je ne suis même pas sûr que des annexions territoriales aient été prévues en fait au début. Quand on regarde en fait la chronologie des événements, on se rend compte que, mais pas que la chronologie des événements, j'y viendrai après, on se rend compte que les annexions se produisent en fait bien tard dans la guerre. Elles se produisent bien après avoir constaté que la SVO, l'opération militaire spéciale, était un échec, et un échec relativement cuisant pour la Russie et pour les stratèges russes. Là, on en viendrait à ma thèse. Mais au fond, on voit aussi, en observant la manière dont les troupes russes ont occupé le sud et l'est de l'Ukraine, qu'une occupation de ces territoires n'était pas prévue. Il y avait une forme d'anarchie. L'enlisement n'était pas prévu du tout. Et donc l'occupation militaro-civile des territoires n'était pas prévue. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif central, l'objectif politique prioritaire de cette opération militaire et de la dissuasion stratégique qui l'a précédée, c'était la capitulation politique de l'Ukraine. L'effondrement des structures étatiques et politiques de ce pays, que l'invasion aurait dû, selon les stratégistes russes, presque instantanément faire s'effondrer. Ça ne s'est absolument pas produit. Donc après, sur le plan plus régional, la Russie, elle veut un nouveau Yalta, soyons très clairs. La Russie, elle veut étendre son influence politico-militaire en Europe orientale, où elle pense avoir des droits à régner. Donc pas seulement concernant l'Ukraine, elle voit plus loin, elle attend de l'Europe de pouvoir vassaliser d'autres territoires ? Bien sûr, elle estime avoir le droit historique à régner en Europe orientale et centrale. Ça peut passer par de préférence, ça passera par une influence politique. La Russie, elle a pas non plus les moyens, si vous voulez, de déclencher une guerre générale contre l'OTAN. Et elle en est probablement consciente. En tout cas, quand on lit la production intellectuelle militaire russe, on se rend bien compte que c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est si il y a une opportunité, effectivement, de créer les conditions d'un effondrement, mais davantage politique que militaire de l'OTAN, de l'intérieur, et d'étendre son influence politico-militaire en Europe orientale et centrale. Mais il y a aussi l'idée plus fondamentale de diriger en Europe, au-delà même des parties orientales et centrales, y compris les parties occidentales. Et d'ailleurs, pour des raisons également défensives du point de vue de la Russie, le comportement de la Russie sur la scène internationale, c'est une dialectique de l'offensive et de la défensive. Il est impossible de séparer les deux. Et elle considère que, historiquement, qu'elle a un rôle à jouer principal dans l'influence des destinées européennes, et notamment, et en partie, des destinées de l'Europe occidentale. Je rappellerai les mots de Yeltsin à Clinton en 99. Il faut toujours rappeler ça. Yeltsin dit à Clinton, Bill, donnez-nous l'Europe, vous n'avez rien à faire en Europe, les Américains prenaient le reste du monde, l'Europe, c'est à nous, on peut assurer la sécurité de l'Europe, pas de problème. Que dit Poutine à Macron 19 ans plus tard? Emmanuel, n'ayez pas peur, nous pouvons assurer la sécurité de l'Europe. Et Emmanuel Macron, président de la République, lui répond à l'époque, écoutez, mais non, nous, bien sûr qu'on veut établir un partenariat renforcé avec vous, mais on ne renoncera jamais au partenariat avec les Américains, et on ne fera pas ce partenariat avec la Russie, on est en 2018, au détriment de la sécurité
de l'Europe orientale et centrale. Ce à quoi Poutine répond, c'est bien dommage, bien dommage. Donc vous voyez qu'il y a une continuité historique, au fond, dans l'attitude de la Russie, non pas seulement dans son voisinage, mais en Europe, sur le continent. La Russie a les yeux rivés sur l'Europe. Un point décisif du moment, c'est la relation que Trump a avec l'Ukraine. Il continue de prétendre que c'est elle qui a commencé la guerre à échéance régulière, quand bien même les Européens viennent dans son bureau à plusieurs. Comment expliquer ce mensonge aberrant ? Mais parce que je pense que ça n'a aucune importance pour Trump, tout ça. Je répète que Trump est indifférent au sort de l'Ukraine et de l'Europe. Il se fiche de savoir si l'Ukraine maintiendrait un régime démocratique, si des négociations aboutissaient. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'arrêter la guerre, car le président des États-Unis veut le prix Nobel. Donc il veut, ou en tout cas être sacré faiseur de paix. Il veut la fin de cette guerre, la paix, peu importe les conditions, que ça soit plus ou moins juste, n'est pas trop le sujet. Il s'est rendu compte assez vite qu'il avait, et d'ailleurs contrairement à ce que les Russes eux-mêmes ont pu penser, c'est que les Russes ont surestimé le pouvoir des États-Unis, mais ça c'est leur mentalité paranoïaque, c'est leur croyance paranoïaque sur l'idée que Kiev était en fait téléguidé par le Washington. et là on voit bien qu'ils ont déchanté par rapport à ça, parce qu'en fait Trump s'est trouvé totalement incapable de tordre le bras de l'Ukraine et des Européens, et peut-être aussi pas forcément désireux de le faire dans ces conditions. Donc si vous voulez, on a ce rapport entre Trump et Zelensky, marqué évidemment, on s'en souvient tous, par cette rencontre dans le bureau ovale, mais qui était moins le fruit, je crois, d'une inimitié. Je crois pas que ce soit le sujet personnel. Je crois que c'est le sujet des calculs politiques personnels de Trump, qui n'ont rien à voir avec les questions de personne, pour le coup, pardon pour les redondances. Mais je crois que Trump, son objectif était de faire la paix le plus rapidement possible. Volodymyr Zelensky n'est pas un dictateur, donc il peut pas décider d'un coup d'un seul d'abandonner 1/5 du territoire, de démilitariser l'Ukraine, donc tout ça n'est pas possible, n'est pas sérieux. Trump a compris progressivement qu'il devrait entrer dans le rapport de force plus sérieusement, ce qu'il n'a jamais réellement fait au final, raison pour laquelle les négociations, finalement, n'aboutissent à rien du tout. Et un autre enjeu encore plus, tout aussi fondamental, si ce n'est plus, c'est que le calcul de la Maison-Blanche depuis l'élection de Donald Trump, c'est, si vous voulez, de détacher en partie Chine-Russie. La Chine et la Russie. Quand on lit ce qu'a écrit Keith Kellogg, qui est l'envoyé de Trump pour l'Ukraine et la Russie, et pour l'Ukraine, d'abord pour l'Ukraine et la Russie, puis pour l'Ukraine, on se rend bien compte que Keith Kellogg, il porte cette vision, cette espèce de frustration selon laquelle les États-Unis, en fait, auraient beaucoup perdu à s'aliéner la Russie et à contribuer à la création d'une sorte de front anti-occidental sino-russe, accompagné par la Corée du Nord, par l'Iran. Et d'ailleurs, une dernière déclaration de Trump est extrêmement éloquente à ce titre, puisque Trump, dans son style grotesque habituel, demande à Xi Jinping de saluer tout le monde, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, mais conclut en disant que de toute manière, il leur souhaite de bien conspirer contre les États-Unis entre eux. Mais ça montre bien que une des grandes idées de Trump, c'était vraiment d'arracher la Russie à ce bloc anti-occidental. Le mot bloc d'ailleurs est excessif, mais à cette association de pays dont certains des buts sont radicalement anti-occidentaux. De leur côté, les Européens, on voit qu'ils avancent avec leur coalition des volontaires animée par Paris et Londres. Est-ce important d'avoir cette démarche ? Et pourquoi on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à peser plus dans le destin continental ? Mais les Européens ont bien raison d'avoir cette démarche et de promouvoir ce type de solution, en tout cas ce type de mesure. Le problème des Européens, c'est pas de ne pas avoir d'idées. Ils en ont plein, elles sont excellentes souvent. Le problème des Européens, c'est d'estimer ne pas être en capacité, pour plein de raisons, d'assumer eux-mêmes des garanties de sécurité pour l'Ukraine, y compris en soutenant, et surtout en soutenant le front. Le sujet n'est pas d'envoyer des soldats européens mourir sur le front ukrainien, mais de soutenir le front ukrainien de façon beaucoup plus directe et tangible. Ça pourrait passer aussi par une no-fly zone et d'autres types de mesures. Donc le problème des Européens, il faut le répéter, et je pense qu'à force, si vous voulez, d'en parler de façon très médiatique, à force d'expliquer toutes les semaines que la coalition des volontaires avance, que elle est très motivée, eh bien ça dévalue la valeur dissuasive en fait de ces discussions, de ces potentielles mesures, puisque les Européens ne cessent d'accompagner ces propositions du détail qui tue.
nous le ferons sous couverture américaine et après des négociations de paix. Voilà, négociations de paix qui ne sont pas du tout le sujet, absolument pas, et une couverture américaine qui, on le sait, et en tout cas on le voit déjà, n'est pas sérieuse. Je rappelle que Donald Trump a expliqué à Volodymyr Zelensky en février 2025 qu'il n'y avait absolument pas besoin de garantie de sécurité avec des soldats américains, avec du matériel militaire. Une présence économique américaine suffisait car Poutine respectait Donald Trump. Alors, on a vu le résultat, en août, une usine a été bombardée américaine. Voilà. La Russie n'acceptera donc pas un déploiement de troupes européennes sur le sol ukrainien. Bien sûr qu'elle ne l'acceptera pas, mais je ne suis pas sûr que les Européens doivent se demander ce que la Russie acceptera ou n'acceptera pas. Ce n'est pas à elle de décider ce que les Européens ont à faire. Je crois que l'Europe gagnerait à être moins sensible aux menaces de la Russie et d'assumer effectivement une politique plus audacieuse, tout en restant calibrée, mesurée. On voit que ça a fonctionné en Ukraine, notamment l'administration américaine qui a su, par paliers, par tranches, franchir des étapes escalatoires du point de vue de la Russie et qui a assez paralysé en fait Moscou. Et donc, alors évidemment avec des défauts, cette démarche américaine, elle avait aussi des défauts et tout n'était pas parfait et très loin de là sous l'administration Biden à l'égard de l'Ukraine. Mais enfin, je pense que ce serait effectivement une des solutions qui est sur la table pour les Européens s'ils veulent peser. Mais c'est tout le sujet pour eux. Les Européens veulent-ils, peuvent-ils peser sérieusement dans la guerre en Ukraine? Et quand je dis peuvent-ils, sont-ils capables d'accepter une potentielle escalade? Parce que si les États européens envoient des troupes au sol en Ukraine, même évidemment en soutien du front, une no-fly zone, et déploie d'autres types de mesures similaires, il faut s'attendre à ce que les Russes bombardent ces groupes de troupes, peut-être même prennent des mesures escalatoires, tirer un missile, par exemple au Oreshnik, sur une cible stratégique importante de l'OTAN, une base aérienne, par exemple en Europe orientale. Oui, je rappelle que le missile Oreshnik, c'est un missile moyenne portée, balistique, donc potentiellement inarrêtable, avec une tête qui peut se fragmenter, potentiellement un missile nucléaire, mais utilisé une première fois de façon conventionnelle par les Russes en Ukraine. Oui, tout à fait. Effectivement, à portée intermédiaire. Et donc, ça serait un signal important, un signal assez fort de la Russie, évidemment. Ça serait une escalade claire. Mais il faut être prêt à répondre. Alors, ça pourrait ne pas se passer. La Russie pourrait réagir autrement. La Russie, elle a encore, on parle souvent d'un emploi de l'arme nucléaire en Ukraine ou dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il faut être honnête, on en est très très loin. La Russie a encore énormément de moyens à déployer potentiellement pour franchir l'échelle de l'escalade, y compris conventionnelle ou non conventionnelle, non nucléaire. Donc il n'y a pas là-dessus, je crois qu'il faut dissiper beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de doutes, mais il faut évidemment rester prudent. Ça n'est absolument pas, il n'y a aucune, évidemment, réponse ou analyse absolue à livrer sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que Washington ne serait probablement pas prêt, si vous voulez, à soutenir une action européenne qu'il jugera offensive et peu favorable à la conclusion d'une négociation, d'une paix en tout cas, entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis voient beaucoup plus loin que l'Ukraine. Pour les États-Unis, le sujet de l'Ukraine, l'Ukraine est un obstacle en fait à la politique américaine. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Une des idées phares, très probablement, de Donald Trump, c'est un partenariat géopolitique avec la Russie qui est, à mon avis, je le dis, totalement illusoire. Même du point de vue de Moscou, où Donald Trump n'a rien à offrir d'assez pérenne et tangible à Moscou pour que la Russie abandonne la Chine. Ça ne se produira pas. La Russie poursuit avec la Chine des objectifs bien plus fondamentaux, idéologiques, intellectuels presque, conceptuels, bien plus fondamentaux que ceux que Trump croit poursuivre dans sa relation avec la Russie. Et je dirais que c'est la grande désillusion pour le président américain qui a une vision transactionnelle de la politique, principalement, la politique internationale. Or, il s'est rendu compte en 6 mois qu'il avait 3 acteurs face à lui qui n'avaient pas du tout cette approche-là, ce qu'il n'avait pas anticipé. Il s'est heurté à 3 intransigeances, Donald Trump. À celle de la Russie en Ukraine. Il a beau avoir proposé toutes les coopérations économiques du monde, et la Russie elle-même a appâté Trump avec ça. Ça n'a absolument pas infléchi la position de la Russie. La Chine, les droits de douane,
La Chine a répondu, elle n'a pas flanché, elle n'a pas fléchi. Et l'Iran n'a pas annoncé un arrêt de son programme nucléaire ou n'a pas stoppé toutes ses activités à la suite des actions violentes, agressives entreprises par les États-Unis. L'instrument de cette ambition du Kremlin, de la Russie, c'est son armée. On voit qu'elle perd beaucoup d'hommes en Ukraine. Commence-t-elle à sentir les limites de sa stratégie actuelle au sol, avec ce grignotage qui est finalement presque lilliputien au regard de l'immense territoire qu'est l'Ukraine? Non, mais tout à fait. En fait, les avancées, elles sont extrêmement limitées. Je pense que là, il y aurait des milliards de choses à dire. Je me contenterai d'en dire quelques-unes. La première, c'est que l'armée russe n'a pas cessé de s'adapter depuis le début de l'opération militaire spéciale. Elle a une vraie capacité d'adaptation. Alors, pour l'instant, il est encore trop tôt pour avoir une vision très claire des mécanismes d'adaptation dans l'armée russe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'invite les lecteurs d'ailleurs à se référer à une étude que j'avais publiée pour l'IFRI, que pense l'armée russe de sa guerre en Ukraine en septembre 2023, mais aussi un article pour l'AFRI en 2024 et un article pour Politique étrangère en 2023 aussi sur ces sujets. Comment en fait la Russie s'adapte sur le terrain et aussi sur le plan plus stratégique et politique. Bon, là, la Russie, elle connaît, en tout cas l'armée russe, connaît une attrition très forte. Elle est exponentielle, cette attrition. Elle a réussi à effectivement adapter ses tactiques. Par exemple, à partir de 2023, elle utilise des petits groupes d'hommes pour franchir les lignes ennemies et essayer de créer des percées, et des petits groupes d'hommes qui sont utilisés évidemment en interaction très claire et de façon massive sur l'ensemble du front, y compris du côté ukrainien, avec des drones, et des drones de petite taille notamment. C'est la grande nouveauté de cette... Enfin, la grande nouveauté, en tout cas, la grande rupture de cette guerre. Elle utilise beaucoup moins de chars de combat que ce qu'elle pouvait faire au début de l'invasion, donc en 2022-2023. Non pas seulement parce que, si vous voulez, ces chars de combat ont une durée de vie très limitée, en fait, sur le front ukrainien, mais parce que aussi, il y a un problème d'attrition des stocks. Et une incapacité à produire à partir de rien. C'est aussi ça, la Russie, ce qui lui a permis de tenir cette guerre et d'avoir cette masse, ce sont ces stocks considérables hérités de la guerre froide qu'elle a rénovés, et qu'elle continue à rénover, mais ces stocks s'amenuisent sérieusement, et elle adapte aussi ses tactiques en fonction de cette réalité, si vous voulez, de l'arrière. Est-ce que certains commentateurs, ou même à Washington, est-ce qu'on ne voit pas la Russie et son armée plus forte qu'elle n'est en réalité ? Ça, c'est toujours un débat avec la Russie. Je dirais que, au fond, c'est presque plus pertinent de s'intéresser à la façon dont les Russes se voient. C'est très intéressant d'observer que dans l'armée russe, un des principaux constats, si ce n'est le constat principal, c'est que cette opération militaire spéciale est un échec. C'est quand même ça, le sujet de fond pour eux. Alors évidemment, après, il y a une adaptation à la lutte armée de haute intensité longue imprévue. Donc, des recommandations, revenir sur les analyses et les bilans qui avaient été faits depuis 30 ans. Mais le fond de l'affaire, c'est que c'est un échec, et que c'est un échec théorique dans le fond, ce qu'ils ne reconnaissent pas. Ils pensent que c'est un échec pratique de ce que j'ai appelé la théorisation du contournement de la lutte armée, qui prévoyait qu'une confrontation indirecte pouvait en fait soumettre une cible, notamment étatique, et que l'emploi de la force armée devait être limité, final, principalement démonstratif, mais censément décisif, mais très court dans le temps, très bref. Et donc, c'est ce qu'ils observent d'abord et avant tout. C'est l'échec, non pas du contournement, car ils pensent qu'il a été mal appliqué, ce qui nous rappelle d'autres réflexes des élites russes, et d'autres types d'élites d'ailleurs, c'est qu'en fait ce contournement a été mal appliqué, et il s'évertue à tenter d'en améliorer l'application. Et donc il est à craindre qu'une prochaine opération de déstabilisation de la Russie, ou d'une agression directe de la Russie, ne soit pas une guerre à grande échelle déclenchée par la Russie contre l'OTAN, ou un emploi de l'arme nucléaire encore moins, mais bien plus un affaiblissement par le contournement, par une confrontation indirecte des États, non pas seulement frontaliers d'ailleurs, d'Europe occidentale, américains, mais aussi beaucoup du flanc oriental de l'OTAN, un affaiblissement par des confrontations indirectes qui pourrait se terminer si ces pays résistent, mais surtout si l'OTAN et les Européens se montrent faibles, qui pourrait se terminer par une SVO, une opération militaire spéciale, réussie cette fois. Parce qu'il y aura eu un retour d'expérience sur les échecs de la première, avec notamment probablement une révision du dosage de la force armée dans cette théorisation du contournement. Ce qui est sûr, c'est que le constat fait par les élites politico-militaires russes, c'est le constat de l'échec de l'opération militaire spéciale, fruit de la théorisation du contournement, mais pas une remise en question de la théorisation du contournement, ce qui est
fou d'un point de vue extérieur, puisque cette théorisation a été centrale dans cet échec. À la fois pour expliquer l'opération en elle-même, mais pour expliquer l'échec de cette opération. Et j'irai même plus loin. Ils en sont à dire, compte tenu de l'affaiblissement géopolitique qui a résulté de cette opération militaire spéciale, qu'il ne faut surtout pas recommencer ce type de conflit, je cite, anachronique, traditionnel anachronique. Le but n'étant pas, je continue de paraphraser, de détruire le plus possible les forces armées de l'ennemi ou ses infrastructures, mais de faire changer d'avis l'ennemi, de le contraindre politiquement, mentalement, psychologiquement, pour qu'il livre le pays à moindre coût et sans pertes humaines inutiles. Eh bien, merci beaucoup, Dimitri Minik. Merci à vous pour votre invitation. Pour suivre l'actualité géopolitique, je vous invite à vous abonner à l'Express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Je vous rappelle que l'état